De nos jours, plusieurs livres sont adaptés au grand écran. Évidemment, les attentes sont souvent grandes lorsqu'on parle d'une œuvre littéraire qui sera projetée au cinéma. C'est de là que rentre en jeu la créativité du réalisateur pour plaire le public cinématographique. Alors, quels sont les moyens et techniques qu'utilisent ces réalisateurs pour réaliser ces adaptations? Nous aborderons le sujet avec l'aide de 3 experts. Pour commencer, Guillaume Bouc nous expliquera la façon d'adapter un roman au cinéma. Et il nous présentera certains exemples d'adaptation littéraire au cinéma. Adapter, ça veut dire interpréter. Donc, il y a toujours la possibilité de prendre une distance avec ce qui était initialement le roman pour créer une autre œuvre. Dans The Shining, Stephen King écrit un roman sur l'isolement et l'alcoolisme et Stanley Kubrick en fait un film sur, oui, en partie l'isolement, mais il en fait aussi une espèce d'allégorie sur la colonisation de l'Amérique. Le réalisateur va pouvoir faire preuve d'imagination dans sa manière de transposer à l'image certaines choses. Tu as des romans qui sont beaucoup plus narratifs. Entre autres, si on pense à des romans qui sont narrés à la deuxième personne, ça devient difficile de porter ça à l'écran. Donc, dans Bright Lights, Big City, le roman de Jay McInerney qui est narré à la deuxième personne, il a été porté à l'écran et la solution qui a été adoptée par le réalisateur, ça a été de mettre une narration en voix hors champ à la deuxième personne. Mais le cinéaste a beaucoup de liberté et il peut jouer au niveau de l'image un peu, sur quel symbole insister, tout ça, et qui lui donne quand même de la liberté. Beaucoup de romans de Stephen King ont été faits en téléfilms, des téléfilms de 4, 6, 8 heures. Ça a été le cas du Fléau, ça a été le cas de ça. Parce qu'il y a tellement de contenu que ça ne rentre pas dans un film de 2 heures. Mais en général, si on adapte un roman en film, on doit forcément laisser tomber certaines scènes qui ont lieu parce que ça occuperait trop d'espace. Un cas pour moi qui a été particulièrement décevant, ça a été l'adaptation de Crash de J.J. Ballard. Dans le film de Cronenberg, on est toujours dans le silence, on n'entend rien. C'est un film qui est très, très silencieux, alors que le roman de Ballard, où des personnages vont érotiser des accidents d'auto, est rempli d'accidents d'auto qui font tout un vacarme. Et donc, j'avais trouvé le film très, très silencieux et je n'avais pas compris cette décision-là esthétique. Ensuite, nous continuerons le sujet plus vers l'aspect littéraire. Christian Larouche nous expliquera la manière d'écrire une idée, les objectifs d'un réalisateur versus celle d'un auteur, la différence de temps entre un film et un livre, et il nous expliquera la raison principale du succès des adaptations littéraires. Raison de succès commercial, évidemment, mais ça c'est la réponse un peu plate. Il y a plein d'exemples. Les romans d'Harry Potter, par exemple, la série d'Harry Potter, même les Avengers, par exemple. Quoique, tu vois, ça c'est intéressant. Pour revenir à la première question, du point de vue créatif, même si c'est des films mainstream, ça reste que ils prennent une grande liberté de réalisation. Ils sont pas fidèles au comic book, ils sont fidèles à l'univers. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Bien évidemment, la contrainte de temps dans ce sens-là est extrêmement importante parce que là, tu prends pour faire une analogie, tu prends un pot puis il faut que tu rentres un truc là-dedans. Alors qu'un livre, en principe, à moins de contraintes éditoriales X, là, le livre peut prendre comme des milliers de pages, si on veut. Comme la série de Game of Thrones, etc. C'en est un exemple. Les romans de Martin font des centaines, voire des milliers de pages. L'auteur est tout le temps, Sartre le disait, d'une manière ou d'une autre, il est engagé. Il disait consciemment ou inconsciemment. Pour moi, me semble une règle absolue, je pense que c'est assez évidente dans l'histoire de la création. Quand tu crées quelque chose, au-delà d'une manière de vouloir se faire plaisir, c'est une forme d'engagement. Et je pense que le réalisateur qui perçoit comme une œuvre comme étant justement porteuse d'un sujet d'intérêt qui sans doute répond à ses besoins, mais là, à sa vision du monde, là, je pense à Kubrick entre autres, il va vouloir sans doute rejoindre ces premières intentions-là d'un auteur. T'sais. Le sujet est marquant, le sujet est frappant, le sujet mérite peut-être de passer par un autre médium pour pouvoir atteindre un public différent, qui a des attentes différentes, et ainsi de suite, ainsi de suite.
Et pour finir, William Robitaille nous présentera les attentes du public face à une adaptation. Il nous parlera du côté budgétaire lorsqu'on réalise un film. Et pour finir, il nous donnera son opinion personnelle d'une bonne adaptation littéraire. Plus l'œuvre qui est choisie pour être adaptée va être une œuvre qui est classique ou reconnue par le public, en général, justement, le public va s'attendre à vraiment beaucoup de choses de l'adaptation. Si on prend par exemple un film qui a été repris plusieurs fois, là, genre The Great Gatsby, mettons, c'est un film que le public va être vraiment critique à l'égard de comment ça a été adapté, puis les moyens qui ont été utilisés, parce que là, par exemple, ça, c'est un personnage ultra riche, donc il fallait vraiment que les moyens du film soient gros, ça pouvait pas être fait à moitié. C'est sûr que si l'adaptation est prévue pour être à gros budget, mais par exemple Harry Potter, c'est sûr qu'on s'embarque en quelque chose qui va nécessiter vraiment des gros budgets d'effets spéciaux et tout. Mais si c'est pour être une reprise d'un récit adapté à l'époque actuelle puis à une plus petite échelle, ben là, c'est une façon de non seulement réimaginer le récit, mais vraiment réduire les besoins puis mettre ça à plus petite échelle au niveau du budget. T'sais. Fait que les deux sont possibles. Une bonne adaptation littéraire, je pense que j'aime être autant surpris par quelque chose qui était super loin de l'œuvre originale, puis de voir avec quelle audace ça a été possible de faire exprimer la même chose, mais avec une image que j'aurais jamais pensé ou imaginé en lisant l'œuvre originale. Je vous laisse maintenant sur une statistique assez révélatrice des œuvres qui ont été le plus payantes pour le box-office.